Bonjour, bienvenue dans Clever Talk. Aujourd'hui, nous allons recevoir Clémence. Clémence nous parle avec toute sincérité et authenticité de ce qu'elle a pu mettre en place avec Avimed Simone, qui est vraiment un cabinet de recrutement de notre siècle et qui permet aux femmes de mieux se positionner. Elle a créé une communauté qui est exceptionnelle avec des tips, des conseils pour pouvoir concrètement adresser le marché du travail aujourd'hui. Elle accompagne les entreprises du CAC 40 et les PME à accélérer sur ce sujet de diversité et d'inclusion. Nous sommes ravis de la recevoir aujourd'hui et nous avons hâte de ce Clever Talk. À très vite. Bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, merci Clémence d'avoir accepté cette proposition de venir échanger sur les problématiques et les réflexions autour du futur du travail. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais te présenter? Oui, je suis Clémence Bruno, j'ai 38 ans, ça fait, maintenant 12 ans que je travaille. J'ai passé, 7 ans au sein de cabinets anglo-saxons de recrutement. Donc j'ai appris le métier du recrutement en cabinet de chasse, comme on dit, Oui. dans des grosses marques et puis en 2020, j'ai décidé de créer Aviumet Simone, qui est le cabinet de recrutement dédié à la parité et qui adresse donc les candidates pour leur permettre d'avoir une safe place dans laquelle elles peuvent être accompagnées, guidées, conseillées pendant leur recherche d'emploi et les clients sur le recrutement de femmes et la rencontre de femmes sur leur shortlist pour tous les recrutements. Waouh, c'est un sujet qui est très intéressant. Et toi, comment t'es venue l'envie de travailler sur ces sujets spécifiquement pour les femmes? Est-ce que ça a été suite à des expériences personnelles ou ta vision du marché de l'emploi? Alors j'ai toujours été, quand même dans ma vie, extrêmement sensible au sujet du féminisme et de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai grandi dans des milieux quand même très masculins, en lycée militaire, voilà, j'ai eu quand même un passif. J'ai été élevée par une maman très féministe également et en fait, pendant mes années en cabinet de recrutement, j'ai travaillé également dans des environnements très masculins, dits masculins. Tout ce qui est l'industrie, tout ce qui est les services aux entreprises et j'étais amenée à recruter du top management. Et je me suis rendu compte qu'en 7 ans de recrutement, j'avais réussi à recruter une seule femme en comité de direction. Une seule en 7 ans, sur un rythme quand même pourtant très intense et je n'arrivais pas à faire bouger les lignes comme je le souhaitais parce que voilà, les cabinets de recrutement ont leur propre méthodologie et c'était pas tout à fait la priorité, ce que j'entends. Donc j'ai décidé de créer ma structure pour pouvoir la dédier entièrement à ce sujet-là. Oui, donc c'est un point de vue qui est finalement assez radical et exclusif que tu as choisi. Et ça fait combien de temps que vous avez lancé le cabinet? Et là, vous êtes à quelle phase de croissance? Est-ce que vous êtes en train de vous ouvrir? Et voilà, quels sont les caps que vous voulez adresser? Alors, j'ai créé le cabinet toute seule en 2020 et mon associé Guillaume m'a rejoint qu'en 2021, ce qui nous a permis clairement d'accélérer et d'avoir un point de vue, parité en fait. Avoir un homme et une femme associés a permis, de vraiment englober le sujet de la parité, le poser, le structurer, l'adresser au marché et donc d'accélérer. Je dirais que depuis 2022, on est quand même en forte croissance tous les ans. Là, on connaît une phase de développement, de recrutement. Nous sommes 5 aujourd'hui et on est en train de recruter, une personne, pour nous rejoindre là d'ici fin d'année. C'est une super aventure. J'ai l'impression que vous n'avez pas dilué votre ADN au cours de ces années. Est-ce que vous avez dû faire face à des entreprises qui avaient d'autres questionnements? Comment vous allez recruter finalement les entreprises avec lesquelles vous allez travailler? Alors, effectivement, on ne veut pas perdre notre ADN et c'est pour ça qu'on ne va pas vite, en fait. On pourrait dire: «Bon, bah, allez, on ouvre 10 recrutements». De toute façon, on est dans un métier très entrepreneurial, donc on pourrait grossir beaucoup plus vite. On n'a pas du tout cette envie-là. On veut garder notre méthode et surtout garder cette authenticité dans l'approche. Comment on recrute nos clients? C'est une excellente question. On n'accepte pas de travailler avec tout le monde, en réalité. Il faut que nos clients, les gens avec qui on travaille, portent les mêmes valeurs que nous. Qui sont en général incarnés par une porte d'entrée qui est le ou la DRH et qui va également infuser dans toute l'entreprise avec, d'autres sujets de sensibilisation, des, populations managériales, sensibilisation de la direction générale, une espèce, voilà, de d'accord commun sur une envie commune d'aller vers plus de diversité au sens large et de parité. OK. Oui, donc en fait, il faut que l'entreprise soit, déjà dans cette transformation et lancer ce mouvement de transformation et que ce soit porté, par des DRH pour être sûr que, leurs recrutements se passeront mieux sur toutes les étapes et que finalement vos candidates, aussi puissent s'insérer, dans ces univers. Est-ce que vous choisissez des univers plutôt masculins ou, tous les secteurs d'activité sont adressés? En fait, on ne choisit pas les univers masculins, mais ils nous choisissent. Ce qu'on appelle le blue ghetto, donc en fait, toutes ces entreprises qui ne rencontrent pas de femmes ou qui ont de grosses difficultés à rencontrer des femmes, lors de process de recrutement,
Ce sont eux, en fait, qui nous appellent pour nous dire: «Au secours, je j'ai pas rencontré, de femmes sur ce poste depuis longtemps, mes plans de succession sont toujours masculins, j'ai besoin de rencontrer des femmes». A contrario, ce qu'on appelle le Pinguetto, donc les entreprises dans lesquelles on a 50 voire plus de femmes dans les effectifs, les grosses entreprises de retail, de luxe et cetera, même si le comité de direction est pratiquement exclusivement masculin, eux ne font pas appel à nous. J'imagine parce qu'en fait, ils vont plutôt qualifier leur vivier interne et faire des promotions de femmes et cetera, ce qui va très bien aussi. Sujet qu'on accompagne également d'ailleurs, parce qu'on fait de l'assessment qui permet de créer en fait des programmes de plans de succession en interne pour les femmes. Et quelles sont les industries aujourd'hui qui recrutent le plus de femmes, dans le top 3, top 5? Alors, la tech avant tout. Même aujourd'hui, les entreprises nous appellent pour des métiers tech dans leurs équipes, puisque c'est là qu'on a des bastions d'hommes, en fait. Évidemment, puisqu'en fait, ce sont déjà des formations qui sont entièrement masculines. Donc, une fois sur le marché du travail, bon, bah, évidemment, on a que des hommes. C'est là qu'on demande à nos clients et à nos clientes, et c'est pour ça qu'il faut être un peu ouvert quand même à la démarche dès le départ, d'aller chercher des parcours moins linéaires. Des gens qui n'ont pas fait ces écoles-là, des femmes qui ont fait une reconversion, qui vont proposer d'autres choses, des compétences qui ne cochent pas exactement toutes les cases sur le métier, mais des compétences comportementales qui vont apporter d'autres choses. Donc voilà, c'est vraiment sur ces métiers, de la tech aujourd'hui qu'on met quand même un gros accent. Mais aujourd'hui, nous, on est capable d'adresser tous les métiers et en fait, quand on regarde nos feuilles de job, donc les postes sur lesquels on travaille, c'est extrêmement diversifié. Ça va du business au RH, ou à la finance. Alors évidemment, recruter une DRH est quand même bien moins compliqué que recruter une DAF, ou une COO, et a fortiori une développeuse. Mais on accompagne quand même nos clients là-dessus également. Et ils acceptent d'avoir ces profils qui vont être non linéaires, qui vont être en reconversion, parce que c'est vrai qu'on attend plutôt un ingénieur sur ces fonctions, par exemple, qui vont être plus au niveau de la tech, du développement produit. Comment sont reçues, ces personnalités un petit peu différentes? Alors déjà, elles sont reçues parce qu'en fait, les clients qui travaillent avec nous acceptent d'emblée de recevoir nos candidates. Et on prévient. C'est-à-dire que quand on travaille avec un client, un nouveau client qui ne connaît pas encore notre mode de fonctionnement, on lui dit qu'il va recevoir des hommes qu'il a l'habitude de recevoir. Il va les voir, les profils habituels, il y a pas de problème. En revanche, il va aussi recevoir des femmes qui ont des profils différents. Alors, il y en a qui cocheront les mêmes cases, hein, que des profils masculins, mais on va aussi nous faire l'extra mile, comme dit, pour aller chercher des profils féminins qui viennent d'autres environnements, qui vont apporter d'autres choses et sortir de cette logique de clonage. Et en fait, dès le départ, on fait ce deal ensemble. C'est ça le contrat qu'on a. D'accord. Donc, ça m'est arrivé d'avoir un client qui, in fine, ne voulait pas rencontrer mes candidates parce que pas assez technique, pas assez ci, pas assez ça par rapport à des profils masculins. Il y a pas de problème, je vais pas ni juger l'opérationnel, ni forcer la main. Bien sûr. En revanche, ça mérite un point ensuite avec le ou la DRH pour, reboucler tout ça et être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Ouais. Oui, oui, sur un poste en particulier, oui, cela nécessite une expertise, on n'est pas obligé de pousser, mais en effet, il y avait quand même un contrat de départ. Exactement. Vous étiez d'accord? Et c'est hyper pertinent la manière dont tu l'abordes finalement, parce que tu ouvres à d'autres profils qui vont être hors des cases. Et quels sont les ratios de personnes qui sont vraiment acceptées à l'issue de ces entretiens lorsqu'ils étaient hors des cases? Est-ce que tu as beaucoup de reconversions réussies finalement? Ou est-ce que c'est encore frileux ou encore en train de se construire puisque le marché n'est pas tout à fait prêt? Ce que je peux te dire au bout de 5 ans, c'est que plus d'une fois sur 2, nos clients choisissent le profil féminin. En revanche, on n'a pas encore assez de recul pour faire bien les ratios et avoir une vraie pertinence pour dire, voilà, les profils issus de la reconversion, aujourd'hui, c'est 30 de on n'a pas encore assez de volume pour ça. OK. Mais tu vois, on propose chaque année entre 52 et 56 de femmes dans nos shortlists et on a toujours, chaque année, plus de 50 de femmes qui sont recrutées. Donc cette méthode fonctionne. Et là où je trouve intéressant notre métier, c'est effectivement proposer des profils féminins qui ne sont pas forcément rentrés exactement dans les codes habituels. Ouais. Parce qu'il y a deux façons de fonctionner. On pourrait aussi envoyer que des profils féminins qui, entre guillemets, cochent toutes les cases de nos compétences métiers. Mais je suis convaincue que ça ne résoudrait pas le sujet en profondeur. Ce qui apporte une vraie diversité, c'est d'apporter des profils certes féminins, mais qui viennent aussi d'autres formations, d'autres environnements, d'autres villes, d'autres pays, et cetera, et cetera. Mmh. Oui, oui, c'est le fait d'avoir, ce parcours
polyvalent, pluridisciplinaire, qui va permettre de nourrir l'entreprise finalement, qui t'a mandaté, de trouver cette, prochaine, pépite, pour ses équipes. Donc, en fait, c'est hyper, intéressant la manière dont tu as pris le problème à l'envers pour pouvoir résoudre des problématiques qui sont plus profondes et faire un changement de culture d'entreprise. Puisque c'est cela dont il est question lorsque les maillons changent, l'entreprise elle s'en retrouve, avec davantage de bénéfices, au global. Et donc, dans cette perspective, là, vous travaillez avec combien de clients et vous allez jusqu'à combien de clients maximum? Puisque vous êtes vraiment très, conscient qu'il faut maintenir la qualité du service. Vous avez quel ratio de clients par, an? Alors, le nombre de clients dépend. Nos clients nous refont bosser systématiquement. Donc il y a des années, en fait, on a peu de clients chacun qui vont nous faire travailler énormément, des années où on a plus de petits clients. Je vais te parler plutôt en nombre de missions. Dans un cabinet classique, un consultant ou une consultante qui fonctionne bien va travailler sur entre 10 et 12 missions en parallèle. Chez nous, on ne travaille pas sur plus de 7 missions en parallèle. 7 missions, t'es full. 5, c'est bien. On a déjà un beau rythme parce qu'en fait, chaque sourcing, chaque recrutement demande 2 fois plus de recherche. Quand on mène un recrutement, on commence notre sourcing et on va faire une recherche mixte homme-femme et à côté de ça, une recherche 100% féminine. Parce qu'en fait, notre sourcing mixte, on sait qu'il va nous sortir principalement des hommes au final en entretien et qu'en shortlist très facilement, on aura nos 50% d'hommes. Mais pour avoir les 50% de femmes, ça va nous demander 2 fois plus d'efforts pour les identifier, mais aussi pour les attirer, mais aussi pour les garder pendant le process et puis à la fin pour les convaincre, de signer sur leur nouveau job. Donc voilà, c'est ce qui fait que c'est un gros volume de travail pour chaque mission, pour nous et donc on accepte moins de missions. Et comment vous sourcez? Vous utilisez LinkedIn en priorité ou, vos propres, plateformes, ou ATS? Alors les 2, en fait, on met pas d'offres en ligne. Ouais. Encore une fois, on sait que les retours annonces, ça va être, en fait, les profils, «habituels» entre guillemets et c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Nous, on a décidé d'aller chercher directement la compétence en approche directe, D'accord. parce qu'on a une approche 100% orientée compétences, donc LinkedIn en approche directe. Notre réseau de Simone, puisque les Simone sont candidates que nous suivons, on a aujourd'hui plus de 1000 Simone qu'on suit, qu'on accompagne, qui nous cooptent aussi d'autres femmes de leur réseau. Oui. On n'hésite pas à les solliciter quand on a un poste, ouvert. Et puis oui, notre ATS, on travaille avec un ATS très simple qui nous permet d'identifier très rapidement sur d'autres missions, des candidatures. Est-ce que tu peux en dire plus sur la communauté des Simone? Donc ce sont des personnes que vous avez déjà accompagnées et c'est un peu leur, alumni, système. Comment ça fonctionne? Bon, c'est vraiment qui nous est cher. C'est-à-dire que c'est vraiment un ensemble de femmes qui sont sur du middle up ou du top management, qui ont cette volonté, qui peuvent être parfois candidates, parfois clientes, parfois partenaires, en fait, il y a pas de règle, mais qu'on va accompagner à un moment de leur parcours sur leurs problématiques, sans rien leur demander. C'est quelque chose qui est complètement gratuit et on a à cœur, nous, et c'est aussi vraiment la raison d'être de As You Met Simone, d'offrir des outils à ces Simone pour qu'elles puissent se positionner sur le marché de l'emploi, pour qu'elles puissent avoir les bons conseils, pour qu'elles puissent en fait être outillées au moment où elles en ont besoin sur le sujet sur lequel elles sont, à l'instant T. Et donc parfois ça va être, je sais pas 2 calls dans l'année et puis, un déjeuner et puis parfois ça va être, un call toutes les 2 semaines, des cafés, des visios, ça dépend vraiment des femmes, de leurs besoins. On travaille de plus en plus sur, justement l'animation de cette communauté. Jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment, adapté aux besoins de chacune. Aujourd'hui, bon, bah, ça commence à faire beaucoup de monde. Ouais. Donc on est en train, en fait, de systématiser un petit peu l'approche et proposer des rendez-vous, beaucoup plus réguliers. Actuellement, on a un rendez-vous en présentiel par trimestre autour d'une thématique pour elles et puis là, on est en train de mettre au point un rendez-vous mensuel en webinaire. Pareil, pour leur donner des outils, répondre à leurs problématiques en live et on essaye de tout en plus de les faire se rencontrer. Créer vraiment quelque chose entre elles, du lien, pour qu'il y ait aussi du partage, en fait, entre elles et moins d'isolement. On assure. L'isolement, dans la recherche d'emploi, en tout cas moi c'est le sujet que j'explore aussi avec, les clientes qui participent au programme Clever, c'est vraiment, je trouve la première cause de démotivation. Et souvent, les femmes, elles vont chercher, en solitaire, un peu avec le syndrome de la bonne élève en disant: «Il faut cocher toutes les cases, il faut le faire bien» et parfois le refaire alors que, l'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu c'est d'activer son réseau de manière efficace, c'est de se positionner bien et d'être visible par les algorithmes
et ça devient finalement très pesant parce qu'on n'a pas la bonne méthode ou qu'on n'est pas accompagné et en plus, on peut se démotiver assez vite, et avoir une baisse de confiance, ou d'estime de soi, surtout lorsque, on n'est pas reçu en entretien ou que l'entretien, n'aboutit pas. Donc, je trouve ça hyper intéressant ce que vous avez réussi à créer comme communauté, d'avoir de l'émulation et elle communique sur quelle plateforme? Sur Slack, sur WhatsApp ou On est en train de créer un outil, on s'est pas mal cherché, on a même pensé à créer nous-mêmes un outil. Donc on est vraiment au tout début, d'une plateforme d'échange, entre elles. d'accord. Mais on va commencer à travailler là-dessus, là, suite au prochain webinaire qui est là, mercredi le 1er 15. OK. Donc la date, je sais pas si, on pourra y assister, mais en tout cas, tous les mois, il y a un webinaire mensuel qui est ouvert et Oui, puis oui. auquel des personnes intéressées pourraient, participer au à Mode Simone. C'est mon gars. Et ouais, c'est ça, au webinaire Vimotimo. Sur inscription quand même parce que, on essaye de garder des petits formats. Chaque événement pour nous, c'est, entre 30 et 50 personnes parce qu'on a besoin justement de garder, ce côté très intime où les unes et les autres peuvent vraiment se confier sur leurs sujets, sur leurs inquiétudes, sans avoir un peu le recul de, «Oh attends, il y a 200 personnes, j'ose pas trop prendre la parole». On garde vraiment ce côté très familial, c'est important pour nous. D'accord, et quelles sont justement les problématiques, qui vont remonter le plus souvent, de ces femmes qui aujourd'hui adressent le marché de l'emploi, qui sont est-ce qu'elles sont plutôt seniors? Est-ce que c'est plutôt un problème de: «Je n'ai pas toutes les compétences et il faut qu'on me positionne dans un univers très masculin»? Qu'est-ce qui vous est remonté comme, thématique, qui soit le plus complexe ou le plus difficile à adresser? Je trouve que depuis le mois de janvier, il s'est accéléré un phénomène de, on a des femmes qui sont très seniors, très expertes et qui sont extrêmement brillantes, qui tapent à toutes les portes de leur réseau, qui se repositionnent, qui même, mettent une croix sur une partie de leurs compétences pour essayer de rentrer dans une case. Et en fait, ces femmes-là, les retours sont toujours trop. Trop trop junior sur un sujet ou trop senior, Cher. trop cher, bien sûr. Donc c'est extrêmement compliqué à vivre, pour elles. Et il y a vraiment un côté, je travaille 12 heures par jour sur ma recherche d'emploi, je m'épuise, je suis toute seule, je tape à toutes les portes, personne ne répond et en fait, je vois pas le bout du tunnel. Mmh. On est passé quand même de 9 mois de recherche en moyenne à 12 mois de recherche actuellement, encore plus en plus. Sur les profils féminins, c'est encore accentué. Féminin et senior, encore plus. Donc voilà, on est sur, des sujets d'intersectionnalité, où on a une tranche de la population qui souffre en ce moment, sur la recherche d'emploi. Donc on essaye nous d'être là au maximum, de donner encore une fois des outils, du réseau, des contacts et en fait de jamais lâcher et puis de leur permettre aussi de reprendre leur respiration. On peut aussi avoir, des sujets de santé mentale et de burn-out quand on est en recherche d'emploi et ça pour nous, c'est des gros warnings là qu'on a en ce moment. Ouais, oui, oui, c'est vrai, et ce sont plutôt des profils généralistes. Moi, ce sont des profils généralistes que je vois qui ont plus de mal à se repositionner. Il y a beaucoup d'éléments, hein, la géopolitique, l'instabilité, la fragmentation un peu du marché du travail et l'avènement de l'intelligence artificielle, qu'il faut que, ces profils ont plus de mal à se replacer, où on se dit: «On n'a pas besoin d'une directrice marketing, on pourra le faire avec des propres. On n'a pas besoin d'une directrice communication, on pourra générer des contenus». C'est vrai que c'est beaucoup plus complexe pour elles de montrer leur valeur ajoutée lorsque le marché leur répond que ce ne sont pas des vrais skills finalement. Il y a un véritable enjeu à travailler sur, leur profil, ce qu'on fait avec Clever, c'est-à-dire à leur donner des verticales qui vont leur permettre de se démarquer, ne pas renier, sur leur salaire et leurs potentielles, responsabilités à venir, et c'est en effet, vous avez ressenti la même chose, c'est que c'est de plus en plus difficile, et moi j'avais une question sur la partie seniorité parce que, ce terme de senior, femme senior qui arrive, j'ai l'impression de plus en plus tôt. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle une femme senior aujourd'hui? Sur le marché du travail, une femme senior, un profil senior, c'est, 50 plus. J'ai des femmes aujourd'hui qui ont, je sais pas 42-43 ans et qui viennent me voir en me disant, «J'ai l'impression d'être trop senior, on m'a dit que j'étais trop senior». Alors oui, du coup, en dessous, on est trop junior, hein, pour prendre un poste en direction. Parce que j'ai aussi des femmes qui viennent me voir en disant: «Je comprends pas, on me dit qu'il faut que j'attende d'avoir 40 ans pour rentrer en comité de direction». Et puis quand on passe la barre des 40 aujourd'hui, bah ouais, mais tu comprends, tu es un peu senior et cetera. Enfin, ça n'arrête jamais en fait, hein, trop maman, trop et cetera. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, une femme senior, dite senior sur le marché du travail, c'est 50 plus. Ouais, ouais, j'ai l'impression que même 45 ans, ça commence à devenir assez, commence à dire senior à 45 ans, et en effet, avant, c'est le plancher collant,
en fait. Exactement. On est englué dans cette masse qu'on se dit on peut pas passer la barre des 70 cas. Généralement, c'est le gap entre 70 et 90 cas, c'est le gap très très difficile pour les femmes à passer. Et ça correspond généralement avec un moment de maternité. Et on remet en doute sa capacité à avoir des objectifs, à tout mener de front. Enfin, voilà. Je trouve que c'est un moment qui est assez difficile pour les femmes entre 30 et 40 ans. Et ensuite 40 ans, on commence à dire il reste à peu près 2 ans pour performer et pour, se démarquer. Donc, comment on fait concrètement pour donner des outils à ces femmes aujourd'hui en leur disant de pouvoir mieux se positionner? Est-ce que vous avez une boîte à outils ou voilà 2 ou 3 tips qui leur permettraient de s'éloigner un peu, de s'extirper de ces injonctions pour pouvoir créer, finalement leur métier, leur carrière, et leur évolution? Alors, plusieurs choses. Jouer beaucoup sur l'interpersonnel, c'est vraiment le conseil que je donne énormément cette année. C'est-à-dire sortir des job offers sur LinkedIn, sortir des job boards type Welcome, etc. Et aller rencontrer les gens directement. Solliciter son réseau, le réseau de son réseau, rencontrer les personnes. Parce que je trouve que en parallèle, de plus en plus de choses se jouent sur l'interpersonnel et en dehors du CV. C'est-à-dire que je trouve que de plus en plus le fit personnalité rentre en compte dans les recrutements. Donc ce que je dis à ces candidates, c'est, n'essaye pas de rentrer dans une case, en fait. Il faut tu crées ta case et tu vas rencontrer les gens et tu leur expliques ce que tu peux leur apporter, en parlant de valeur ajoutée. Arriver, rencontrer des personnes, être totalement soi-même, en toute authenticité, mais que ce soit de la start-up, et des fondeurs de 35 ans ou du CAC 40, et des DG de 60 ans, en fait, et proposer sa propre valeur. Voilà ce que je peux t'apporter et s'il y a fit, je suis convaincue que ça avance. C'est exactement, l'angle qu'on a, c'est aussi on travaille en fonction des besoins du secteur et des besoins d'entreprise. Et on voit comment son profil peut matcher finalement avec ses besoins pour, faire avancer, cette entreprise. On part d'un point de vue qui est moins centré sur soi et comment on se met en avant, on est versus voilà ce qu'on va vraiment avoir comme valeur ajoutée. Ça, je trouve ça aussi juste, la manière dont tu l'apportes parce que finalement, j'ai très peu, moi, de femmes qui arrivent avec, ce mindset et avec cet angle. Est-ce que toi, ça a été un peu plus difficile à démocratiser, le fait, on part du besoin d'entreprise, on part du besoin, voilà, de la start-up, de la scale-up pour mieux se positionner. Comment tu l'as perçu, comment tes Simone l'ont perçu au départ? Alors, je leur dis vraiment tous les jours, hein, et même pour certaines, j'accompagne, on travaille les messages ensemble et cetera parce que c'est quelque chose, je me rends compte, qui n'est vraiment pas naturel à faire. Surtout, encore une fois, pour des profils seniors qui ont toujours eu l'habitude d'envoyer leur CV, un petit pavé, alors on leur dit de faire, moi, toi, nous. Moi, pour moi, ça, c'est l'enfer. En fait, c'est pas ça, tu envoies quelques lignes pour expliquer qui tu es rapidement et ce que tu vas apporter, à la boîte. On ne devrait même pas avoir besoin de scroller, tu sais, sur le message LinkedIn. Et pas de CV, en fait. Buvons un café, on se rencontre, on se parle. Ça, j'avoue que c'est naturel. J'ai jamais rencontré, j'ai jamais échangé avec une Simone qui faisait ça spontanément. Par contre, 100 des candidates à qui j'en parle adhèrent complètement et du coup, retournent leur positionnement et se positionnent de la sorte. OK. Voilà, et ça fonctionne. Ça crée du lien, ça crée des rendez-vous. Les rendez-vous reboostent le moral, aller chercher des quick wins, même avec des gens qui vont pas te donner un job demain, en fait. Juste aller boire des cafés, un call de 5 minutes. Ah, C'est un process qui rebooste et qui permet de rentrer ouais, en ça fait du relation, bien. bien Mmh sûr, mh. avec les bonnes personnes. Et puis, selon toi, quelles sont les valeurs, ajoutées, parce qu'on parle beaucoup du monde du travail qui est en train d'évoluer, de la Gen Z qui serait moins engagée, de cette, voilà, génération senior qui, serait davantage engagée, du télétravail qui est pas mesurable. Toi, comment tu vois les avantages justement d'avoir ce profil féminin, plutôt senior, des profils, féminins, qui auraient, 40-45 ans ou plus? Quels sont les avantages d'avoir ce type de personnalité, au sein d'une entreprise? Alors, je suis pas très, justement, avantage, leadership féminin, masculin et cetera. Au contraire, justement, dans l'approche compétences. En fait, je sais pas s'il y a des avantages à avoir il y a des avantages à avoir de la diversité dans l'entreprise. Donc quand on a un board de 100 d'hommes, quinquas, avec les mêmes diplômes, ouais, tous issus des mêmes secteurs, je suis convaincue que l'innovation est impossible. C'est impossible, ça s'appelle de l'entre-soi et donc en fait, on n'a pas cherché, on ne va pas être créatif, on ne va pas aller chercher les axes, différenciants. Il faut intégrer la diversité et potentiellement, à ce moment-là, intégrer une femme de 45-50 ans, autres diplômes, autre parcours, je ne sais quoi, au CODIR, c'est apporter de la diversité, ça ne peut qu'être bénéfique. Par contre, voilà, on travaille en termes de compétences. Nous, ce qu'on dit, c'est quand vous avez un recrutement ouvert,
allez chercher uniquement la compétence. N'allez pas chercher les diplômes, n'allez pas chercher, l'entreprise concurrente, n'allez pas chercher, le copain, de votre DAF qui a fait exactement le même parcours, à la concurrence, qui est exactement le même que, le clone que vous recrutez depuis 20 ans. Ça peut plus fonctionner aujourd'hui. Donc si on axe sur de la compétence, on intègre forcément, des femmes notamment, mais aussi plus de diversité au sens large et la seniorité. Ouais. Oui, il y a c'est un levier de performance finalement dans cette, diversité, même si c'est pas totalement intégré aujourd'hui par les entreprises. On voit aussi que c'est un mindset qui est assez français, assez franco-français évidemment parce que juste à côté de nous, nos voisins en Angleterre, ils peuvent avoir fait des études d'art et finalement, travailler en banque d'affaires. Donc toi, comment tu vois cette, tendance du marché du travail? Est-ce que tu la vois positive, elle évolue vers autre chose ou elle est plutôt, stagnante sur, objectif, on va voir cocher toutes les cases pour pouvoir entrer dans ces communautés ou se ressembler ou avoir fait les mêmes écoles. Toi, tu verrais comment les tendances du marché du travail de ce côté-là? Je suis très optimiste, donc et heureusement dans mon job. Mais non, je suis très positive, je trouve que, les mentalités évoluent énormément. Il y a quelques années, quand, je parlais avec les DRH de grosses boîtes, on me disait: «Moi, c'est super Clémence et puis arrivée au DG, non mais elle est sympa, mais en fait, on va plutôt travailler avec le cabinet traditionnel». Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on vient nous voir pour nous dire, «On a besoin de votre expertise, on a besoin de votre réseau, on a besoin de vos conseils». On a besoin de rencontrer des femmes. Il y a quand même eu la loi Rexand, à un moment, ils ont pas le choix. Mais au-delà de ça, on a envie de rencontrer des femmes et c'est plus porté uniquement par les ressources humaines, qui sont quand même nos premiers interlocuteurs, mais aussi par les directions, des opérations, les directions générales et ça, nous, on le voit tous les jours. Ah oui, donc il y a un mouvement qui est en marche. Il y a en effet des lois qui permettent aussi, d'avoir des quotas de femmes et d'avoir cette équité. Donc oui, donc toi tu penses qu'on est, finalement dans une mutation qui est positive. Moi aussi je partage, le positivisme. De toute façon, je pense que c'est la meilleure manière pour pouvoir rebondir et apporter des solutions. Très bien, très clair. Alors on va passer au moment vrai ou faux. L'idée c'est que tu puisses me répondre en une phrase ou un mot, hein, vrai ou faux, ou une phrase explicative si tu le souhaites sur ces questions. Donc, t'es prête? Allez, Alors, enlever 10 ans sur son CV pour paraître plus attractif, est-ce une bonne stratégie? non, Se rendre visible sur LinkedIn quand on cherche un job, c'est risqué pour une femme? non, c'est essentiel. Si on ne coche que 60% des critères, est-ce qu'on peut postuler en étant une femme? Oui, absolument, il faut tenter. À 45 ans, on est trop senior pour intéresser un cabinet de recrutement? Non. C'est le moment duquel. Non, oui, ça dépend lequel, mais si on a ce retour-là, c'est qu'il y a un gros problème, parce que c'est quand même notre job de ne pas discriminer. On incarne la non-discrimination. Un bon recruteur sait repérer le potentiel au-delà du CV. Oui, bien sûr. Ah, super, merci beaucoup et je voudrais revenir sur, la question de se rendre visible sur LinkedIn pour chercher un job. Est-ce essentiel? Donc ça, c'est ce que je répondais, c'est essentiel. C'est essentiel. Comment tu fais pour, embarquer des profils, que tu as pour qu'elles puissent se rendre visibles sur LinkedIn? Est-ce que c'est simple ou et tu dois les convaincre un petit peu de se rendre visibles? En général, c'est simple, c'est-à-dire que quand on parle à des Sivan de, mettre en place des stratégies pour être identifiées par des cabinets de recrutement, comment nous, on fonctionne pour qu'en fait, elles puissent se rendre visibles par des cabinets comme nous. Elles sont rapidement convaincues par, l'idée. Après, c'est la mise en place qui est plus compliquée. C'est-à-dire qu'on les accompagne parfois vraiment step by step sur, ce qu'il faut qu'ils soient visibles, non visibles. Pour moi, par exemple, toutes les données, personnelles n'ont rien à faire sur le CV ou sur LinkedIn. C'est vraiment un teasing professionnel. Il doit y avoir tous les mots-clés et pour ça, parfois, ils ont besoin d'un petit coup de main. Mmh. Ah oui, oui. Alors moi, j'ai eu beaucoup de profils qui n'osaient pas se rendre visibles. Alors se rendre visible, il y a différentes manières. Il y a optimiser son profil, mais il y a aussi publier et beaucoup de profils qui, voilà, avaient un peu peur de se mettre en avant en se disant: «Ah, j'ai accompli des choses, mais j'ai pas besoin d'en parler parce que, je veux pas me montrer trop arrogante, trop show off» ou alors finalement, je sais pas comment je pourrais publier, quelles sont les thématiques que je pourrais aborder et Mmh. je retrouve plus ces freins au niveau des femmes, que des hommes sur la manière de se rendre visible sur LinkedIn en publiant, en prenant la parole ou en se disant, «Ah tiens, c'est pas pour moi» ou «C'est trop, ça fait trop Bien de le sûr. faire». C'est un peu intimidant LinkedIn, on s'expose quand même beaucoup, au départ les premiers posts sont, aussi excitants qu'un peu voilà, flippants quoi. C'est un peu angoissant, on s'expose d'un coup au grand public. Donc évidemment que 100 des femmes ont le syndrome de l'imposteur Oui. et que donc, publier sur LinkedIn, c'est compliqué. Nous, on commence, en leur disant: «Tu utilises LinkedIn comme un outil de réseau». Mmh. Tu as, 200 personnes dans ton réseau LinkedIn, on va commencer par élargir ça.
Donc identifie les personnes et cetera, tu ajoutes un tel, une telle, tu leur proposes ça et cetera et je crois que c'est l'étape d'après, potentiellement, de publier. J'ai des Simone qui publient tous les jours, toutes les semaines, qui ont même créé des newsletters, qui adorent ça et puis il y en a d'autres pour qui c'est pas ça va pas être ça, c'est pas leur kiff. Moi, je crois qu'il faut se faire plaisir quand on cherche un job et elles se retrouvent pas là-dedans. Là, dans ce cas, je déconseille de forcer le trait. Mais tu as raison sur le côté, quand on a une expertise, en parler ouvertement. Sur LinkedIn, je crois que c'est un peu cherry on the cake, quoi. Ce serait top. Mais beaucoup de femmes se retrouvent pas, se retrouvent pas là-dedans. Ouais. Moi, j'ai souvent l'appréhension à publier sur LinkedIn vient du fait de jouer sa réputation. Comment toi, tu vois la réputation d'une femme? Moi, je me suis souvent fait la réflexion que la réputation d'une femme, elle était, essentielle pour elle et elle a fait vraiment tout pour la préserver un maximum. Toi, comment tu perçois la réputation professionnelle, des femmes, aujourd'hui? On fait tellement très attention. C'est-à-dire que quand une femme est en réussite ou pas, on va vraiment checker aussi bien, ses prises de parole, ce qu'elle a dit, ses expressions, son maquillage, ses fringues, tout. Donc en fait, les femmes subissent entre guillemets un jugement 360 qui dépasse complètement leur prise de position et leur discours, le fond de leur discours et cetera. Là où effectivement les hommes ont moins ça. Un homme, on va davantage écouter le fond et puis, voilà, le reste, passera à la trappe. Donc effectivement, les femmes le savent puisque depuis toute petite, c'est le cas. Nos prises de parole sont jaugées depuis toute petite, depuis la classe, depuis la primaire, depuis toute petite. Donc je pense qu'on a tout appris à mettre des garde-fous et à protéger ce qui est à protéger. Moi, j'ai fait le choix personnel de prendre la parole toutes les semaines sur LinkedIn, en étant tout à fait authentique, sans même la plupart du temps préparer mes posts, en juste faire un billet hebdo sur ce que j'ai dans la tête et ce que j'aimerais partager au reste du monde. Mais ça a été un vrai travail sur moi pendant longtemps de me dire, en fait, je m'en fous. Je dois rien à personne. Cabinet, ma mission quotidienne, c'est mon alignement. Ça, c'est super dur à faire quand on est dans le monde du travail et quand on recherche un emploi, encore plus. Ouais. Ah ouais, je suis tout à fait, alignée avec toi. Ça part d'une programmation finalement qu'on a eue et puis, des Exactement. inventions de la société Ouais. qui nous ont conditionnés finalement à agir comme ça, à se préserver, à mettre ces garde-fous et c'est un cheminement de lever, chaque frein en se disant qu'on a de la légitimité à prendre la parole et que finalement, ça va aussi pouvoir inspirer d'autres femmes à prendre la parole et à se projeter dans des carrières avec des salaires, qui soient à leur juste, mesure, à leur juste valeur. Donc essentiel et bravo pour ma parole déjà chaque semaine. Je voudrais qu'on parle un peu de ta vision du marché du travail. Aujourd'hui, quelles seraient tes plus grandes appréhensions, les freins que tu as identifiés sur cette évolution vers plus de femmes sur ces industries, masculines ou en général? Je dirais que si j'avais une crainte, ce serait qu'on ait le retour de bâton, quoi, le coup d'élastique. Tu vois? Qu'on tire tellement fort d'un côté, qu'on se prenne un énorme backlash dans les prochaines années. Pour l'instant, on est dans une dynamique, en tout cas en France, qui est très positive. Mais quand on voit ce qui se passe au niveau international, on se dit qu'en fait, ça peut très rapidement revenir en pleine tête, quoi. Et ça, je dirais que c'est ma crainte. Parce que, historiquement, bah, plus on tire du côté du féminisme et plus le masculinisme se développe. On voit aujourd'hui que ça se passe aussi en France. Donc voilà, je crois qu'il faut faire attention. Ça a été aussi une autre façon d'avancer, Mmh. avec prudence, intégrer les hommes toujours Bien sûr. à nos échanges, à nos réflexions, à notre développement. D'ailleurs, on propose des ateliers de réflexion aux hommes sur qu'est-ce que la masculinité aujourd'hui, qu'est-ce que sont les masculinités, comment accompagner le féminisme et l'égalité entre les femmes et les hommes. On accompagne les Simons, donc des hommes alliés de notre réseau de Simone. Ça, je dirais que ce serait ma plus grande crainte. Mmh. Sur le reste, encore une fois, je reste moi très positive. J'espère que ça va continuer à, voilà, à s'équilibrer de cette façon-là et ça passera aussi par, encore une fois, la sensibilisation des hommes qui vont devoir à un moment être, alliés de ce mouvement et forcément perdre une partie de leurs privilèges Mmh. pour laisser la place aux femmes, mais je dirais à égalité. Aucune féministe n'a jamais demandé plus que l'égalité. Bien sûr. Donc ta vision, positive cette fois, qu'est-ce qui te donne de l'élan et qui te dit que finalement on va aboutir sur un marché du travail plus égalitaire, plus, dans l'équité? On est quand même dans un contexte où, la loi Rixon
a été un énorme accélérateur. Mmh. Aujourd'hui, les entreprises s'en emparent. Ça a mis un petit peu de temps, mais aujourd'hui, les entreprises s'en emparent, nous en parlent. Les groupes du CAC 40 viennent nous voir pour nous en parler et nous parler de réelles difficultés sincères et d'une réelle envie de se mettre sur ce sujet-là. Donc, je suis assez convaincue que par la féminisation des instances dirigeantes, mais aussi des plans de succession, ce qui est important, on va réussir au fur et à mesure à avoir une voix féminine, plus 2, plus 3, pas forcément sur des fonctions type direction de la communication ou des ressources humaines, mais aussi les fonctions régaliennes de l'entreprise Ouais. qui amèneront doucement à la féminisation des postes de direction générale. On a un élan Mmh. et il faut qu'on poursuive nos efforts, mais on sent qu'elles sont en train de changer et les lois qui sont, aussi des fondamentaux, qui nous permettent d'accélérer. Donc c'est hyper important. Merci beaucoup. Merci une fois pour cet échange, très riche. C'était vraiment super de réflexion et merci pour vos actions. Merci à toi.